Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, une petite causerie avec mon ami Tony Corrigan, qui va nous parler qui va nous parler de son approche d'hypnose, son lien aussi avec la PNL. On va parler aussi d'intuition, chose qu'on parle rarement finalement dans le monde de l'hypnose, puis plein d'autres choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tony, il va se présenter, je vais lui laisser la parole. Alors il faut savoir que Tony, je le connais bien parce que c'est mon voisin, on va dire. Il habite pas loin de chez moi, à vol d'oiseau, et c'est un ami depuis quelques années maintenant. Donc Tony, je te laisse la parole. Bonjour, enchanté, je m'appelle Tony, rue d'Aréanu, le vrai nom de famille, mais Corrigan, c'est le nom de thérapie. Pour me présenter, alors je suis tombé amoureux de l'hypnose, ça doit faire maintenant un peu plus de 10 ans, avec d'abord l'hypnose de rue, l'hypnose ludique, et de fil en aiguille à faire différentes formations pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Sinon, j'habite en Suisse, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai rencontré Marc, ça fait aussi un bon moment maintenant. Ça fait combien de temps, Marc? Ça fait 7 ans, 8 ans au moins? Ouais, au moins 6 ans, 5-6 ans, 6 ans. On a lancé ensemble le groupe Facebook Transintégrative. Ouais. Et puis depuis, l'hypnose reste une passion. Et me voilà aujourd'hui pour en discuter avec vous. On en profite pour dire, si vous venez sur le groupe, il faut bien répondre aux petites questions. Ça évitera de nous donner un travail considérable derrière. Hop. Donc oui, donc ta pratique de l'hypnose, comment tu la définirais? Comment tu définirais l'hypnose et comment tu définirais toi ta pratique? Ça va dépendre en fait de qui j'ai en face de moi. Donc si je parle avec ma manière de parler, comment moi je vois le monde, je définirais l'hypnose comme un état de conscience, comme différents d'autres états de conscience. Donc là, on va parler d'état de transe, donc état de conscience vraiment modifié, où si on fait un EEG du cerveau, on voit une activité cérébrale qui est propice à cet état de transe et qui va pouvoir permettre l'accès à différents points. J'explique souvent aux clients que ça va déjà permettre l'accès aux mécanismes inconscients, donc de pouvoir laisser libre place à tous ces mouvements inconscients, à toutes ces capacités de collection aussi d'informations, ce qui va pouvoir permettre, dans l'hypnose par exemple plus ludique, d'amener des phénomènes qu'on peut aussi utiliser en thérapie, on en parlera plus tard. Et ça permet aussi surtout la connexion à ce monde du subconscient, que j'ai tendance à métaphoriser comme une sorte de grosse bibliothèque d'informations où l'on aurait enregistré tout ce que l'on a vécu, compris, entendu de manière directe, indirecte, consciente, inconsciente. Et si on croit à tout ça, tout ce qu'on peut aussi avoir dans les informations génétiques, si on veut revenir aussi en transgénérationnel ou d'autres choses comme ça, d'avoir accès de manière inconsciente avec ces mécanismes du corps pour travailler sur des informations qui sont beaucoup plus profondes du subconscient. Voilà ma manière d'exprimer plus ou moins l'hypnose. D'accord. Bon, c'est intéressant. Ça me parle certaines choses que tu as dit. Tu as parlé déjà des phénomènes, ça tombe bien, j'en parlais il y a quelques jours, c'est vrai qu'on en parle souvent. Toi, tu mets un point d'honneur sur les phénomènes hypnotiques. Tu veux bien nous en parler, justement, de comment cette rigueur en quelque sorte. Ouais, et puis cette rigueur apparemment que tu lui mets aussi, parce que c'est important aussi dans ce que tu me disais, d'avoir ces phénomènes, comme beaucoup de praticiens. C'est ce qui amène aussi, qui ouvre plein de portes de l'hypnose. Mais ouais, si tu veux bien t'exprimer là-dessus. Ça va permettre plusieurs choses. Déjà, pour le thérapeute, ça va permettre de voir que la transe, elle peut être déjà assez stable et qu'il y a vraiment un dialogue et du moins des réactions avec le système inconscient. Et ça va permettre d'associer ça aussi au travail thérapeutique. Prenons un exemple très basique, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un blocage, une addiction ou une angoisse ou une peur, quelque chose de vraiment assez basique par exemple. En dehors du travail thérapeutique, une fois qu'on a connecté l'attention en arrière-plan du comportement, une fois que la transe elle est assez stable et qu'on commence vraiment le travail, on peut associer par exemple un état cataleptique au blocage. Si on prend quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a une phobie, qui a une peur,
et que la main vient se poser en quelque part qui ancre l'attention derrière cette peur, on peut lier la main collée au comportement. Donc, tant que le comportement est présent, tant que cette peur ou cette phobie est toujours présente, la main reste collée. Ce qui va permettre après, dans les différents travaux thérapeutiques durant la séance, de permettre de voir quand est-ce que ça relâche et si ça relâche. Et ça va permettre aussi au sujet, suivant son état de transe, s'il est dans quelque chose de très profond ou de plutôt léger, si c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses ou que les choses se fassent de manière très automatique, quoi qu'il se passe, ça permet au sujet aussi de remarquer qu'il y a des phénomènes corporels associés au travail plus intellectuel qui se fait à l'intérieur de lui. Et que même s'il ne comprend pas tout le processus psychologique ou thérapeutique associé au travail, il comprend que son corps est en train d'agir en dehors, entre guillemets, de sa conscience directe, bien que ce soit lui, que ce soit autorisé à la catalepsie. Mais par exemple, il n'arrive plus à déplacer sa main et il peut comprendre que le fait que sa main est bloquée est associé au blocage de cette peur, qu'il n'arrive pas à contrôler cette peur de la même manière qu'il n'arrive pas à débloquer sa main. Et ça peut vraiment permettre une libération à la personne quand elle commence à remarquer qu'elle est à nouveau capable de retrouver ce mouvement. Et ça va être aussi très fort à utiliser comme ancrage post-hypnotique pour les gens de différentes situations où ils vont pouvoir utiliser le mouvement associé à la libération qu'ils ont senti durant la séance. Oui, ça sert aussi de convinceur pour l'approfondissement, etc. Et aussi pour valider, c'est vrai ce que tu dis, le fait que il se passe quelque chose qui est indépendamment du sujet finalement, et ça valide en tout cas qu'il se passe quelque chose. Après, est-ce que ça va amener les changements, ça dépend des personnes. Donc ça, c'est quelque chose que tu mets vraiment un point d'honneur quasiment à chaque séance. Je le fais à chaque séance. Toutes les séances, il y a au minimum une catalepsie et des mouvements d'idéomoteur. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de praticiens qui le font pas, peut-être parfois par manque de formation, parfois par peur aussi. Parce que justement, il y a la question que j'ai envie de te poser, c'est quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Enfin, pas Alors, dans les toutes premières fois, il y avait des moments où ça fonctionnait pas. Dans ce cas-là, ça peut arriver, mais si ça fonctionne pas, ça veut dire que la transe, elle n'est pas bien établie. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des résistances à la mise en transe. Comme je le disais avant, moi j'utilise ces phénomènes une fois que la transe elle est bien stable pour le travail thérapeutique. J'utilise rarement une catalepsie pour un approfondissement ou une induction. Là, on va plus utiliser des mouvements d'idéomoteur basiques. Mais dans les débuts, du coup, quand ça loupait, je passais par autre chose jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc là, il faut savoir rebondir, il faut savoir sauter sur les expériences, sur les sensations. Encore une fois, ça va vraiment dépendre du sujet en face. Si c'est quelqu'un qui est très vite perturbé, il faudra réussir à le calmer et lui comprendre que c'est pas sa faute. Si c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de détails, alors on va pouvoir lui expliquer et le confusionner aussi de la manière de comment et pourquoi ça n'a pas fonctionné, jusqu'à ramener à un état qui fonctionne. Et ça peut être aussi, même quand ça loupe, un mouvement d'approfondissement dans ce cas-là, parce que la personne peut remarquer qu'à un moment, il n'était pas dedans, et que quand on arrive à ramener un phénomène, là, il remarque qu'il y a eu un switch et qu'il est dedans. Parce qu'il y a des personnes qui vivent même l'hypnose de manière assez profonde, mais quand ils ressortent de l'état d'hypnose, il y a une sorte d'amnésie qui n'est pas vraiment une, mais qui est plutôt une amnésie de l'état. Pas de la séance, pas de ce qui s'est passé, mais de l'état. Où ils remarquent que quand ils sont venus, ils se sentent très présents, alors qu'une fois qu'ils étaient dedans, ils vivaient vraiment les choses de manière très forte. Ces personnes-là aussi, ça devient intéressant quand, par exemple, une catalepsie a loupé et qu'une fois qu'on a réussi à la réinstaller, de la ramener en conscience, donc avec les yeux ouverts, en mode actif. Et là, ça va vraiment bouleverser les croyances de la personne. Mais au fil du temps, si on arrive à atteindre des transes stables, donc durant la mise en transe et l'induction, elle est bien faite, c'est très, 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 très rare qu'une catalepsie ne va pas fonctionner. C'est vraiment très simple d'amener une catalepsie. C'est un phénomène naturel du corps qu'on vit déjà chaque nuit quand on dort. Donc, c'est vraiment quelque chose que notre corps est habitué à vivre, ces états-là. Et il n'y a même pas besoin d'une transe très stable pour amener une catalepsie. Donc, si la catalepsie loupe en thérapie, on n'est pas dans du ludique. Là, on n'est pas dans de la street. On a vraiment fait un approfondissement. Donc, la transe, elle est censée être vraiment stable. On n'y va pas un peu au hasard. On ne va pas juste faire une induction instantanée. Il y a très, très peu de risques que la catalepsie ne passe pas. Et si vraiment elle ne passe pas, c'est que la transe, elle n'est pas là. Là, on n'est pas dans une résistance au phénomène. Là, c'est que la transe, elle n'est pas stable.
Si j'entends bien, tu vas pas forcément utiliser des phénomènes, enfin, ce qu'on peut appeler ça phénomène, des approches plutôt comme le swan ou autre, au préalable, en ce qu'on peut appeler en transe légère ou quand le sujet arrive. C'est très rare. Ça peut arriver, encore une fois, ça va vraiment dépendre du sujet. La majoritairement du temps, je travaille en hypnose profonde, mais il y a certaines personnes qui ont certains types de métaprogrammes ou un certain travail qui doit se faire, peut-être la première séance, de manière assez légère. Donc là, oui, on va plus travailler avec le swan, ça va m'arriver de travailler aussi avec la systémique, l'EFT, ou des choses comme ça. Oui. Des exemples de sujets qui pourraient avoir ces métaprogrammes. On va y venir après au métaprogramme, justement. Ça rejoint aussi la PNL. Un exemple, par exemple, là où je ne vais pas du tout utiliser une hypnose dite ericksonienne, enfin, je dis entre guillemets parce qu'on est bien au courant que Erikson ne fait plus du tout ce qu'on appelle ericksonienne. Là, par exemple, je ne vais pas du tout utiliser cette technique-là pour des gens qui ont des TDAH. Parce que là, pas pour tous, pour certains, ça va être une aide, le TDA, pour ces techniques-là, mais pour la majorité, la manière de commencer à apporter, une induction dite lente où la personne doit suivre un cheminement expliqué par le thérapeute, ils vont complètement pas réussir à se mettre dedans, il y a l'hyperactivité qui va revenir, là on va tomber dans des résistances inconscientes, la personne va se mettre à se gratter, à tousser, à bouger, à avoir des pensées compulsives, surtout n'importe quoi. Donc utiliser des techniques comme le swan, par exemple, dans ces moments-là, il y a très peu de chances que ce soit utile. Là, on va utiliser des techniques qui sont vraiment propres à la PNL, par exemple. Chez eux, j'ai utilisé beaucoup de confusion. Encore une fois, suivant le métaprogramme, si c'est des gens qui sont très spécifiques, je vais expliquer tout ce que je fais de manière psychologique, comment fonctionne chaque mot, chaque sujet, jusqu'à le confusionner. Et il prend les confusions en même temps qu'il prend les suggestions directes et indirectes. Et à un moment, il y a une grosse saturation où là, ça va être par de l'instantané ou même par de la fascination, on arrête de parler, qui va faire bugger l'esprit critique et qui va lui permettre de rentrer dedans. Maintenant, dans les moments où je vais plus utiliser le swan, c'est pour des personnes qui ont besoin de sortir des états de transe, par exemple. Des gens qui, dans la vie de tous les jours, sont tout le temps dissociés, sont tout le temps dans des états même de surassociation ou sont toujours dans un état de conscience d'immodifié. Là, je vais plutôt utiliser le swan pour faire une rentrée en transe douce, gentille, mais qui va aussi être utilisé, par exemple, pour pouvoir revenir à un état présent, si on pourrait appeler ça comme ça. Pour réassocier, finalement. Exactement, ouais. C'est vraiment adaptatif. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. On va revenir aussi, ça, je l'avais noté sur les TDAH, etc., parce que tu t'y intéresses de plus en plus. C'est quelque chose dont tu vas nous en parler un peu plus tard, si tu veux bien. Là, juste pour rester sur ce thème, enfin sur ce que tu disais, qu'est-ce que c'est un métaprogramme pour ceux qui ne connaissent pas? Comment en quelques mots, si tu devrais le simplifier ou l'expliquer à un enfant? Expliquer qu'un métaprogramme, c'est un peu la manière de comment nos sens traitent les informations et comment notre cerveau les traduit. C'est notre manière de percevoir et comprendre le monde, si on veut simplifier ça. Si on veut donner des exemples basiques, quand tu prends deux personnes qui parlent du même sujet sans se comprendre, il y a de grandes chances qu'ils n'aient pas eu les mêmes métaprogrammes. Leur manière de percevoir le monde, les définitions, même derrière les mots et l'émotion associée, ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des gens qui vont être très internes, d'autres externes, des gens spécifiques, des gens plutôt globaux. Peut-être des gens qui vont utiliser des termes de dialogue qui sont beaucoup plus axés, par exemple sur la vision ou l'audition, alors que tu as des gens qui sont beaucoup plus dans des ressentis sensoriels, kinesthésiques. En fait, ça va vraiment permettre les métaprogrammes, quand on les reconnaît chez une personne, d'avoir un dialogue qui va matcher directement avec lui, de manière consciente et inconsciente. C'est un peu comme si on harmonisait deux instruments sur la même note pour que il y ait des harmonies. Et il y a des modèles de métaprogrammes. Est-ce qu'il y a une grille une grille de lecture finalement? Est-ce qu'il y a des références de Alors, il y a des techniques. Ouais, il y a des gros, on va dire, groupes spécifiques, comme par exemple, tu as les métaprogrammes de base, où tu as quelqu'un qui est plutôt spécifique justement ou global. Après, tu as les métaprogrammes d'apprentissage,
par exemple, qui sont beaucoup utilisés sous le système dit VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, qui est en 2 points sur l'apprentissage à court terme, la rétention d'informations à court terme et l'apprentissage en long terme, qui n'utilisent pas exactement les mêmes processus apparemment au niveau du cerveau, qu'on fait des EEG et qu'on regarde là-dessus. Et ça va permettre, quelqu'un par exemple en séance qui doit apprendre à utiliser un ancrage et qui est un métaprogramme qui est très interne, là on ne va pas vraiment lui faire donner l'impression que c'est nous qui lui amenons ça. On ne va pas lui donner la technique, tu vas la faire ci, ça, 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 ça. Cette personne interne, durant l'hypnose, on va la faire connecter à une émotion ou la faire la connecter à l'ancrage qu'on veut mettre en place. Et il va développer tout seul sa propre stratégie par ses mouvements idéomoteurs. Ce n'est pas nous qui allons lui suggérer. Ce sera 2 à 3 fois plus puissant pour ce type de personne que quelqu'un qui est plutôt externe, qui a plutôt tendance à aller chercher la ressource ou la formation à l'extérieur. Où lui, on va lui donner un truc tout fait qui va le faire à la lettre, qui sera beaucoup plus puissant pour lui de faire ça comme ça. Du moins, jusqu'à ce qu'il ait appris l'auto-hypnose, où après, il va pouvoir vraiment travailler ses propres choses. Pareil, pour quelqu'un qui est plutôt spécifique, justement, comme on le disait, une induction de quelqu'un qui est spécifique, je vais donner beaucoup de détails dans l'induction. Alors, imaginons qu'on fait une induction très basique, ericksonienne, une induction assez lente. Je vais quand même donner beaucoup de détails, tout en restant large dans les possibilités. Je vais donner beaucoup de détails sur comment il peut y arriver, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut le faire et ce qu'il a à faire. Alors que quelqu'un qui est très global, si je donne trop de détails, ça va limite le frustrer. Je risque limite même d'être à côté de choses qu'il était en train de faire. Où là, je vais rester beaucoup plus large. Et au final, associer tous ces types de métaprogrammes ensemble, donc que ce soit les internes, les externes, les globales, les spécifiques, le système VACOG, que ce soit aussi par rapport à la thématique. Tu as des gens qui ont besoin d'aller direct à la solution et tu as des gens qui ont besoin de prendre du recul au début. Tu as des gens qui ont besoin de ressentir les changements et tu as des gens qui ont besoin de les comprendre. Ça aussi, après, ça va être intéressant au travail thérapeutique de savoir comment on va amener la séance pour que ça lui convienne réellement. C'est intéressant tout ça. Et justement, donc on parle de métaprogramme, de PNL. Toi, tu es venu à l'hypnose avant la PNL, donc la street, etc. Ouais. Tu as fait des formations d'hypnose thérapeutique après. Et comment que la PNL, à quel moment tu te dis ou tu prends conscience que la PNL va être un outil supplémentaire et va être utile pour toi et pour du coup tes patients? En réalité, ça a déjà été presque dès le début. C'est-à-dire que je me suis intéressé à l'hypnose et que j'ai commencé à faire de l'hypnose de rue, il y avait cette question qui revenait souvent dans ma tête, c'était est-ce qu'ils vivaient réellement les événements, l'hypnose, les phénomènes, ou est-ce que les gens faisaient semblant pour me faire plaisir dans la rue? Et c'est là que je me suis beaucoup plus intéressé au langage non-verbal de manière générale et dedans aussi à la PNL. Et là, j'ai vu que c'est devenu vraiment un outil très, très, très puissant, le langage, la manière de parler, que ce soit dans l'hypnose ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Et surtout très intéressant, parce que ça permet, même dans le coaching, de comprendre énormément de choses sur la personne ou sur comment les personnes construisent leurs problèmes ou leurs croyances ou même leurs ressources. Et ça, associé après à un travail pour les états de conscience modifiés, c'est vraiment devenu une facilité. Et en plus, dans mes formations, la première vraie formation que j'ai faite, donc les graines d'éveil avec IDECOM International, Isabelle David de IDECOM International et puis Trilamoun de Graines d'éveil, il y avait déjà aussi des cursus de PNL dedans. Et puis après, c'est en allant à Paris, chez Bandler Academy, que j'ai fait le maître praticien en PNL parce que vraiment, ça voulait m'intéresser et puis je voulais en apprendre un peu plus sur le fonctionnement, on va dire, vraiment scientifique de ces axes-là. Et puis je pense aussi, là, en t'écoutant, on en a déjà parlé, il faut savoir aussi que toi, tu parlais du non-verbal, tout ça, tu as aussi un rapport au corps particulier, parce qu'à la base, tu es sportif, tu as passé une bonne partie de ta vie au plein de sports, que les arts martiaux, etc., si tu veux bien après développer, mais du coup, ça fait sens aussi, finalement, avec le côté, peut-être même les micro-expressions, tout ça, où tu as un rapport au corps qui est développé finalement, peut-être plus que la moyenne. À l'époque où je faisais beaucoup de sport, donc surtout dans le parcours et puis dans les arts martiaux, effectivement,
Alors, dans les arts martiaux, il y avait une certaine partie d'analyse du combattant qu'on avait en face, mais pas de la même manière qu'on va l'utiliser à l'hypnose. Donc, je ne sais pas si ça a un lien direct, le fait d'avoir été très sportif et d'aujourd'hui être beaucoup dans la perception corporelle pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a formé d'une certaine manière. Le fait d'avoir une connaissance du corps et du mouvement, donc une certaine sensation dans le corps qui permet de comprendre les états de blocage, les états de mouvement, les états de légèreté, et aussi toute l'analyse de comment le corps va agir, comment est-ce qu'il va se figer s'il a peur, comment est-ce qu'il va se permettre de se laisser aller, comment l'adrénaline va booster les capacités physiques et tous ces accès-là. Ce qui me permet de beaucoup plus facilement les reconnaître chez les gens aussi. Ce qui m'aurait peut-être plus formé déjà à ces accès-là, c'était mon métier de photographe, où là, j'analysais beaucoup pour trouver l'expression, le mouvement, ou ce genre de choses-là. Ça rejoint tout ce concorde. Une fois, tu m'avais parlé aussi que tu t'intéressais beaucoup au positionnement du corps pendant l'hypnose. Où ils sont, je regarde le rapport qu'ils ont, même eux-mêmes, parfois leur poser la question. Alors, ça va dépendre encore une fois du travail. Il y a des travaux où les gens sont dans une transe tellement profonde que là, le corps, il n'y a rien à regarder. Les trois quarts du temps, ils ont fini par s'allonger par terre alors qu'ils ont commencé assis. Parce que là, on est vraiment dans une transe très profonde. Il n'y a plus aucun muscle qui tient. Il y a tout qui est out. Donc là, le corps, à part quand j'ai vraiment besoin d'avoir une réaction par des signalings ou des choses comme ça, là, je le regarde, mais sinon, je le regarde plus consciemment. C'est-à-dire, là, je vais peut-être encore inconsciemment observer tout ce qui est des micro-expressions pour savoir comment il est en train de vivre, s'il le vit bien, s'il le vit mauvais, s'il est en travail, s'il n'est pas en travail, ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de lui. Par contre, pendant les mises en transe et pendant l'anamnèse, là, je fais vraiment attention, même consciemment, à la position des gens, à comment ils regardent, à comment ils sont positionnés. Tout ce système qu'on peut parler du système justement VACOG et du système visuel interne, visuel auditif, si on regarde en haut à droite, en bas à gauche, c'est vrai, mais il faut d'abord faire une baseline de la personne. Là, durant l'anamnèse, quand on écoute la personne parler et qu'on regarde comment elle bouge son corps, comment elle regarde, si elle a des tics, si elle a des positions particulières, si elle a son cœur qui augmente, son souffle, enfin toutes ces choses-là, va donner énormément d'indications déjà sur sa manière de comprendre les choses, donc sur ses métaprogrammes et puis sur son implication face à son sujet et les souvenirs associés, les croyances associées et tout ce qu'il y a. Et ça va donner énormément d'indications si la personne a une grosse résistance à pouvoir contrer ces résistances-là, justement en réutilisant ces accès. Des fois, il suffit quand quelqu'un est dans un dialogue interne et qu'elle bloque dans son dialogue interne de lui faire fixer à un autre endroit pour que ça débloque complètement l'accès à l'information. C'est tout con, hein. Et ça, mais associé avec une quinzaine de techniques différentes, ça peut permettre aux gens de se laisser beaucoup plus partir ou simplement d'être beaucoup plus compris, de se sentir entendu, compris réellement. Ouais. De s'autoriser finalement aussi à y aller. Et beaucoup dans les résistances, c'est aussi une peur souvent qui est présente finalement chez les gens, même inconscients. Et du coup, pour revenir à la PNL, donc tu te retrouves à Paris, dans cette école de Bandler. Qu'est-ce que tu y découvres? Qu'est-ce qui, pour les gens même qui nous écoutent, bon, toi, tu es allé à la source en quelque sorte, donc ça, je pense que c'est important à le soulever aussi, parce que la PNL comme l'hypnose, il y a à boire, à manger. Avec IDECOM International, on était plus du côté de Grindr, et puis avec Bandler, du côté de Bandler, tout simplement. Alors, en termes d'information à proprement parler, ça m'a pas appris grand chose. Il faut déjà savoir que j'avais déjà un maître praticien en hypnose et en PNL, parce que c'était un double, mon tout premier, avec Ikren Deveil et IDECOM International. C'était une grosse formation de plus de 400 heures, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, j'avais déjà quand même des bonnes bases de PNL. Par contre, ce que ça m'a vraiment permis, c'est de mettre en pratique. Avant, j'utilisais la PNL, mais de manière très limitée, on va dire. Ça m'a vraiment permis de comprendre le fonctionnement de la PNL et de pouvoir développer ça de manière intuitive.
Maintenant, quand je suis en cabinet, c'est très rare que j'aille consciemment analyser quelque chose. Je le fais, mais de manière très intuitive. Et j'exprime et je parle de manière très intuitive maintenant. Même ça m'arrive durant l'anamnèse de développer les métaprogrammes à la personne devant elle, et je les fais en live sur le moment. Je les avais pas analysés avant. Parce que là, j'ai appris à avoir confiance en moi, grâce justement peut-être à ces formations. Parce qu'arrivé là-bas, la plupart des gens, eux, n'avaient pas fait de l'hypnose, donc, et encore moins d'hypnose diludique aussi. Donc j'avais un peu un statut où les gens ils venaient tous vers moi pour demander les accès de la transe et ci et ça. Et j'ai vraiment utilisé ces formations-là pour mettre en pratique ces compréhensions de la PNL sur des gens qui avaient des résistances et ci et ça. Et c'est ce qui m'a permis de me débloquer pour l'utiliser comme technique associée à la thérapie d'hypnose. Comme le disait Erickson, c'est un peu la grammaire de l'hypnose, en fait, la PNL. Ça t'a ramené des options en plus, finalement. Exactement, ça devient une technique associée. Le cadre est de l'hypnose, et puis dans l'hypnose, on vient utiliser différentes techniques qui sont de la PNL, de la systémique, de l'EMDR, de la communication animale, même parfois de l'énergétique, des techniques aussi basiques de commerce ou de manipulation qui peut arriver, hein. Même ça m'est déjà arrivé avec des gens qui venaient avec de très très grosses résistances inconscientes. Alors là, des résistances où il commence à avoir des douleurs, il se met à tousser, ça le met à gratter, alors que lui, il a toute la meilleure bonne volonté du monde. Là, en accord, on utilise des techniques de manipulation, où je lui ai dit que c'était vraiment de la manipulation associée après à des états d'hypnose, mais pour déjà arriver à atteindre la transe. Là, c'était par exemple extrêmement utile tout ce que j'ai appris à savoir le mettre en pratique. Ouais. Mais tu t'intéresses aussi beaucoup au conversationnel aussi, donc ça y joue aussi. Ça va aussi avec les caractères de chacun aussi, je pense. Tu vois, la PNL, ça t'a parlé parce que justement, tu t'intéresses aussi à tout ça, la construction du cerveau, entre guillemets, ou des fonctionnements, de comment que ça fonctionne, comment que la personne va réagir aussi, etc. À force, ça s'est déplié avec le temps aussi. Est-ce que quand tu as fait ces formations justement en PNL, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres où tu t'es dit mais oui en fait carrément, pas dans le sens où comme ça là, pas plus que ça. Peut-être la découverte des métaprogrammes, ça a vraiment changé ma vision de l'hypnose pour ça. C'est devenu beaucoup plus simple de faire des mises en transe, même avec des gens qui ont une grosse résistance, même avec des cas psychiatriques ou des choses. Les métaprogrammes, quand tu comprends vraiment ça, il y en a plusieurs, hein, et que tu es capable de jongler avec, c'est vraiment, même dans la rue, hein, pour faire de l'hypnose très rapide, très ludique, en instantané, avec 3 mots dits d'une manière, ça peut tout changer. Tu dis qu'il y en a plusieurs, t'en qualifierais combien? Est-ce qu'il y a une base en quelque sorte comme on pourrait retrouver c'est différent un peu, alors, mais chez Jung, là, j'ai pas les notes avec moi, donc comme moi, sans rentrer dans les détails, mais tu as les métaprogrammes d'apprentissage qui sont déjà très intéressants, savoir comment la personne apprend les choses, retient les choses, qui sont très différents de les métaprogrammes d'action. Souvent, on n'apprend pas de la même manière qu'on fait les actions. Après, il y a tous les métaprogrammes dits justement de comment les sens traitent l'information, on va dire à quel degré, parce que nos métaprogrammes ne sont pas fixes, hein. On va les bouger un peu en fonction des contextes, en fonction des croyances, en fonction des situations, mais on a une espèce de baseline où en termes de pourcentage, on a plus tendance à utiliser ça. Ça devient aussi intéressant de savoir quand et pourquoi certains métaprogrammes changent. Pourquoi, par exemple, dans le sport, je suis comme ça, mais dans la musique, je suis comme ça. C'est vraiment intéressant. Et après, tu as tous les métaprogrammes qui sont associés à la visualisation. Donc là, on va vraiment rentrer dans le système visuel d'intégration de l'information où il faut vraiment faire une baseline de la personne. Et après, il y a aussi, comment expliquer ça? C'est pas l'apprentissage, c'est pas l'action, c'est pas la vision, c'est... Je sais plus le terme. Je sais pas comment expliquer ça.
C'est plus dans la représentation des choses. Il y a des gens qui se représentent certaines choses qui sont très différées de la réalité, de leur propre capacité ou du but qu'ils veulent atteindre. Et là, ça devient très intéressant de comprendre aussi comment ils ont ces représentations de ces choses-là, que ce soit un objectif, ou que ce soit une peur, ou que ce soit quoi que ce soit, pour pouvoir transformer dans le travail thérapeutique la manière de comment ils font cette représentation pour le réassocier à quelque chose qui est vécu dans le présent. Ça, pour des gens qui ont des très gros problèmes, des gros traumas ou des choses comme ça devient très intéressant aussi. La vie, c'est intéressant ce que tu dis là, la vie des autres, en quelque sorte. Dans notre société, on dit souvent que la vie des autres, il est bien, mais il ne faut pas forcément le prendre en compte, etc. Puis on a peur du jugement de l'autre, que ce soit des amis, des entreprises, etc. Et Jung disait qu'en fait, ça serait super intéressant si tout le monde faisait cet exercice de demander à ses proches, ou même en entreprise haute, finalement, de vraiment ce que pensent les personnes de vous, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Et on serait surpris, en fait, que la plupart du temps, ils ne pensent pas du négatif, soit ils s'en fichent parce qu'ils ont leur vie aussi, et puis souvent, ils pensent du positif. Et on serait surpris ça nous ferait grandir, en fait. Déjà intéressant. Si on a un travail thérapeutique, imaginons à un moment, on est dans une régression, on remonte à... Allez, on va reprendre un exemple type, je ne sais pas moi. La dernière personne que j'ai aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des blocages. Dès qu'elle veut faire quelque chose, elle dit non, elle n'ose pas, manque d'estime, manque de confiance. À un moment, on remonte dans un souvenir assez récent, qui était il y a quelques semaines, où justement, elle se retrouve à dire non, elle n'a pas osé faire une petite expérience de chimie qu'on lui avait proposé de faire, et elle n'a pas osé le faire, tout simplement, un gros blocage. Là, c'est très intéressant de voir comment elle vit la chose en régression, donc quand elle est dans cet état avec les perceptions cognitives qu'elle avait à l'époque, donc elle est la personne qu'elle était à l'époque, et de voir comment elle vit aussi ça en tant qu'observatrice du jour d'aujourd'hui. D'abord, tu les fais vivre en régression complète, et elle ressent ses sentiments, les perceptions de son corps, on fait faire une petite analyse de comment elle est dans le contexte, dans la situation. Ensuite, on peut redissocier, à la faire revenir avec qui elle est aujourd'hui, qui peut observer ce souvenir du passé. Et là, c'est très intéressant de voir les émotions associées et les croyances qui se sont construites. Parce que souvent, encore une fois, c'était des métaprogrammes différents. Surtout si le souvenir est très loin ou s'il était puissant. Je te donne un exemple basique. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi les comportements ont cette attention positive alors que le comportement est négatif. Pas tout le temps, mais la majorité du temps, ce comportement, il était positif à l'époque aussi. Prenons quelqu'un, reprenons cette fille qui n'osait pas dire non. Elle a eu pas mal de soucis, de problèmes au niveau familial, et du coup, elle a dû s'élever un peu toute seule. Et elle avait, pour elle, pas le droit à l'erreur, pas le droit à la réussite, elle devait réussir, pas le droit à l'échec, elle devait réussir tout de suite. Donc, quand on est remonté à l'origine vraiment du comportement, et que lui a permis de comprendre ça et de revivre ce phénomène avec qui elle est aujourd'hui et les compréhensions qu'elle a d'aujourd'hui, elle a pu voir qu'à l'époque, ce comportement de ne pas oser faire les choses par peur de ne pas être à la hauteur et faire que les choses qui lui permettent de survivre étaient utiles et qu'il ne l'est plus du tout à l'âge adulte qu'elle a aujourd'hui. Mais comme la valeur de l'époque et les émotions associées étaient fortes, plus fortes que les autres comportements positifs qu'aurait pu amener cette attention entre ce temps passé et ce présent, elle a gardé uniquement la réaction du comportement dit aujourd'hui négatif, parce qu'elle a une valeur forte. Il faut savoir que l'humain aussi, il a beaucoup plus tendance justement à se souvenir des erreurs que des réussites. C'est dans l'évolution de notre ADN et de notre vie, c'est pour éviter de les refaire. Ce qui fait que quand on a des réussites, on les ancre aussi de manière beaucoup, beaucoup plus forte qu'une erreur. On a tendance à vouloir la réutiliser, la réutiliser, la réutiliser. C'est pour ça que c'est difficile, les gens qui ont des addictions, c'est pour ça que c'est difficile de se détacher de mauvaises habitudes. C'est parce que quand on a eu un sentiment ou une action de réussite, elle est très ancrée. Et le simple fait de pouvoir lui faire vivre la manière de comment elle l'a ancré à l'époque, comment elle l'a vécu et comment elle s'est construite avec les émotions et les métaprogrammes qu'elle avait dans ce passé, et lui faire revivre ça en dissocié avec qui elle est aujourd'hui, ça va déjà permettre de faire un switch complet et une certaine reprogrammation, parce que de ces souvenirs, il y a une émotion associée, de ces émotions, il y a des croyances qui se construisent, et de ces croyances, il y a des comportements qui viennent se développer. Et parfois, comme un domino, il suffit de revivre la scène avec une émotion dissociée, une compréhension différée, pour faire tomber et switcher toutes les croyances et les comportements qui s'y sont construits derrière.
et pouvoir les reprogrammer et les ramener à des choses positives. Donc voilà, après, c'est pour ça que c'est compliqué de parler mot par mot parce que c'est des choses qui vont être utilisées avec beaucoup de techniques et puis d'approches différentes dans le travail. Et puis par rapport à la personne, à l'intuition, mais dans ce que tu dis, ça va rejoindre aussi finalement la ligne du temps aussi. Ouais, et là, ça revient dans la PNL, on voit les différences. Dans ces moments-là, ça m'arrive, pas tout le temps, mais quand c'est des gens qui ont ce besoin de parler et d'exprimer, ça m'arrive de leur demander de parler dans ces moments-là. Je dirais c'est une personne sur 3 qui va parler. Sinon, c'est après la séance, dans un petit récap. Et là, tu vois la différence tout de suite de dialogue. Ils ne parlent pas de la même manière, ils n'ont plus la même posture, ils n'ont pas les mêmes fonctionnements au niveau de comment les mots s'associent. Tu vois qu'il y a tout au niveau de la programmation neuro-linguistique, comme on l'appelle, la PNL, qui est différée, qui n'a rien à voir entre avant et après. Alors qu'on n'a pas suggéré de changement de langage. Oui. Tout à l'heure, tu disais aussi que je reviens aussi sur l'hypnose et la PNL en même temps. Là, on fait des switches entre les deux, mais finalement, toi, tu les mélanges. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Tu disais tout à l'heure que parfois ils étaient couchés. Est-ce que tu commences Alors, moi, je commence. Tu m'en avais parlé. Assis, je pensais que c'était debout. D'accord. Okay. Alors, excuse-moi. C'est-à-dire, je fais toujours des tests de réceptibilité où ça, je commence debout. Pour les debout, d'accord. Par contre, la mise en transe, qu'elle soit rapide ou qu'elle soit lente, qu'elle soit ericksonienne, je la commence assis. Ça finit couché quand je fais des transes profondes, parce que là, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus de tonus du colonne vertébrale, il n'y a plus rien, il y a tout qui se casse la gueule. Et puis, ils sont plus à l'aise comme ça que je remette des suggestions que comme quoi ils peuvent rester droits ou quoi que ce soit. Et puis, ça leur permet de sentir qu'il y a tout lâche. Ça me permet à moi de voir aussi qu'à ce moment-là, ils sont complètement out, même si... les seuls moments où je vais les repositionner, c'est s'ils sont tombés dans une position bizarre qui vont pouvoir leur faire mal sur le long terme. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne vais jamais les coucher à l'avance, si c'était ça la question. Ouais, non, mais je pensais que tu faisais comme beaucoup apparemment. Enfin, c'est toujours difficile à dire. Commencer même les inductions debout. Moi, je sais que je travaille assis aussi au cabinet. Juste les tests de réceptibilité debout. Mais je sais qu'il y a des praticiens qui aiment bien faire même la séance debout. Si on prend les tests de réceptibilité, là, la PNL va devenir aussi intéressante dans la manière de présenter ces tests de réceptibilité. Moi, j'en fais 2 à chaque fois. Même si c'est une deuxième séance, je vais m'amuser à refaire des tests de réceptibilité différents des premiers. Et ça va me permettre, déjà, imaginons c'est la première séance, ça va déjà permettre à moi de savoir sur quel type de suggestion la personne se laisse aller. Donc là, je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'ai entendu et compris de la personne. Je vais modéliser mon langage suivant les tests et voir sur lequel il se laisse le plus accompagner et réagir, sur lequel il est tout simplement le plus réceptif. S'il a besoin de détails, d'associations corporelles, s'il a besoin d'avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, enfin bref, ces choses-là. Et ça va permettre à la personne de commencer, souvent ils n'ont pas l'habitude, à être capable d'observer des mouvements d'idéomoteurs et des mouvements de corps sans qu'ils aient consciemment l'actionnement du muscle. C'est l'intention du corps. Et je leur explique le fonctionnement, que ça, ils ont ça dans la vie de tous les jours, du matin au soir, pour attraper un objet, à conduire une voiture. Le corps va là où on porte notre attention. Mais ça va vraiment, me permettre de mettre en pratique les théories que je me suis faites durant l'anamnèse, pour voir quel type de suggestion va mieux fonctionner à la personne. Ça permet à la personne de déjà remarquer des mouvements d'idéomoteurs et des phénomènes qui ne sont pas directement de la transe, mais qui pour lui est associé à l'hypnose, vu qu'il est là pour ça. Donc ça va déjà lever les croyances, ça va aussi créer des systèmes de concordance d'engagement, ce qui va permettre qu'après, ne serait-ce que 2 petits exercices, avec pas d'une suggestion, avec après un questionnement où je leur demande s'ils avaient l'habitude ou pas de voir, d'observer leur corps comme ça, qui va aussi complètement les replonger dans des souvenirs d'expériences sensorielles et corporelles, qui fait que quand je fais l'induction derrière, même si je fais un truc très très simple, déjà ils savent quoi faire. Si on fait une induction douce, je vais leur dire qu'on va réutiliser les mêmes principes, sauf qu'au lieu de faire bouger les doigts, rapprocher les mains ou lever des mains ou que le corps se balance, c'est le corps qui va se relâcher, mais déjà ils savent à quoi s'attendre. Et en plus, ça continue dans la concordance d'engagement. Je sais en plus quel type de suggestion utiliser. C'est pour ça que je dis que c'est très rare que la personne n'arrive pas à rentrer en transe. Ça fait, au début, j'en avais bien 1 par semaine avec qui la transe passait pas, quoi. Et là, j'en ai peut-être
un tous les 3-4 mois avec qui ça passe pas. C'est vraiment devenu rare. Tu as développé. Comparé à la rue, quand on fait dans la rue, là, il y a une chance sur deux que ça fonctionne pas parce qu'on y va direct. Mais à force de développer les techniques, comme on le dit, l'hypnose est accès à tout le monde. La seule et unique contre-indication, c'est le forcing. Dans ce cas-là, il faut d'abord le manipuler pour lui donner envie. Après, c'est juste des résistances. Mais du moment que la personne, elle est là, elle a fait le cheminement d'être là, elle a pris l'engagement de venir, il y a déjà quasiment tout qui est fait. Après, il faut juste trouver la technique à utiliser, le contexte qui lui convient, et puis, bien sûr, il faut un minimum de feeling entre le sujet et le praticien. L'alchimie, finalement, et puis après, rien n'empêche en cabinet de s'entraîner, de redonner une deuxième séance. C'est l'avantage, on va dire, avec la rue, donc c'est un peu plus du sang finé. Est-ce que le recadrage fait partie, c'est quelque chose que tu utilises? Est-ce que tu fais vraiment attention? Dans quelle manière tu dis le recadrage? Dans la partie thérapeutique, dans la partie de la mise en transe? Plutôt la mise avant, dans l'anamnèse, où je sais qu'il y a des personnes qui sont, encore une fois, les cadres de chacun. Je recadre très peu. Très rentre-dedans, du recadrage. Non, je recadre très peu, sauf si je sens que la personne, elle est vraiment en train de se limiter à fond. C'est très rare, hein. Mais quelqu'un qui va toujours dire oui, mais je suis pas capable de, oui, mais, et puis qui t'a balancé 150 mais en 5 minutes, là, on va utiliser des techniques de confusion et de recadrage, mais la majorité du temps, non. Je reviens aussi sur, on en a parlé tout à l'heure, sur les TDAH. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est un sujet qui te passionne le plus. Si on reprend le TDAH, moi je connais bien parce que moi-même j'ai été diagnostiqué TDAH, on a voulu me traiter sur Ritaline quand j'étais gamin et tout ça. Moi j'aime bien travailler avec eux parce qu'on m'en envoie de plus en plus, parce que souvent les gens ont de la peine à faire de l'hypnose avec eux. De deux manières, soit ils n'arrivent pas à les mettre en hypnose, soit c'est des personnes qui arrivent à rentrer très facilement dans des transes très profondes et ça les fait peur. Donc ils ont peur de gérer ça. Mais il faut comprendre qu'il y a certains fonctionnements qui sont différés avec tous les 10, hein, que ce soit tout ce qu'on appelle, c'est quoi le terme déjà? Neuroatypique. Si on prend le TDA, il faut déjà savoir que dans le TDA, sans même parler de l'hyperactivité, il y a déjà un problème dans la production, pas dans la production, mais dans de la manière de comment notre cerveau nous donne de la dopamine. Pas de la manière de comment il la produit, mais de la distribution. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a vraiment un problème de la distribution de la dopamine. Le TDA, quand quelqu'un va faire, je sais pas, il doit faire le ménage, il va avoir une toute petite montée de dopamine par rapport au résultat attendu de faire le ménage. Le TDAH, il ne va pas avoir cette montée de dopamine. Il va attendre, la plupart du temps, d'être dans un bordel qui va lui amener un stress, et c'est ce stress qui va amener la montée de dopamine nécessaire pour aller faire la chose. Donc, quand on comprend déjà ces fonctionnements-là, on va travailler différemment de manière thérapeutique avec quelqu'un. Maintenant, on prend quelqu'un qui a un TDAH, qui a aussi de l'hyperactivité. Le cerveau ne retient pas la formation et il n'utilise pas exactement les mêmes processus. Un TDAH, par exemple, n'a accès à la formation à court terme que si elle est présente devant son sens prédominant. C'est-à-dire, je donne un exemple, quelqu'un est en train de se brosser les dents, d'un coup, on reçoit un appel, on va vite cracher, poser la brosse à dents, on va répondre à l'appel va durer 5-10 minutes, et une fois qu'on va raccrocher, on ne va pas aller retourner brosser les dents, la formation n'existe plus. On va faire notre routine, quelque chose, et c'est plus tard, quand par exemple tu as besoin d'aller aux toilettes, que tu vas revoir la brosse à dents et tu dis « Ah putain, c'est vrai, je me brossais les dents », et là, je vais aller me brosser les dents. Donc là, on sait aussi que la formation à court terme ne s'appuie pas sur la sens visuelle chez les TDAH. Donc quelqu'un qui est déjà visuel en sens prédominant et qui en plus un TDAH, il va avoir beaucoup de problèmes de mémoire. Souvent à l'école, c'est un des premiers trucs qu'on va lui dire, tu ne retiens pas la formation. Là aussi, ça devient très intéressant de savoir comment du coup il fonctionne pour utiliser ces accès-là. Et si on reprend ce problème-là, par exemple, quelqu'un qui va prendre des cours pour un examen, mais il a du mal à retenir des informations vraiment basiques, il faut connaître la définition de ci, la définition de ça. Lui, on ne va pas lui demander de rapprendre avec un accès visuel, on ne va pas lui demander d'apprendre avec un accès auditif, on va aller trouver vraiment son sens prédominant. Majoritairement du temps, dans ce cas-là, c'est pas tout le temps le cas, mais majoritairement du temps, c'est kinesthésique.
Donc, on va aller associer ça à des émotions sensorielles. On va aller trouver des mots, des phrases qui vont rassocier à des émotions qu'il comprend, qu'il a déjà vécues, qu'il a déjà ancrées, et que cette émotion va pouvoir lui ramener l'information qui va rassocier les autres sens et qui va lui permettre de se souvenir de la phrase en entier. Peut-être même de la revoir ou de la entendre. Parce que là, on vient activer cette partie qui vient justement utiliser son sens prédominant. Ça va relancer l'accès aussi dopaminique et ça va, entre guillemets, à recalibrer le dysfonctionnement en quelque chose d'utile. Par contre, c'est aussi une capacité, c'est-à-dire quelqu'un qui sait déjà utiliser ça ou un TDAH qui est dans une passion, il aura une capacité hors norme d'attention dans quelque chose qu'il adore. Il pourra passer 4, 5, 6, 7, 8 heures à fond dedans sans se lasser. Et même apprendre 2 à 3 fois plus vite, parce que là, il va être capable justement d'utiliser ces différences d'apprentissage, ces différences de fonctionnement neuronaux, et tous les assimiler en même temps. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est le sujet passionnant aussi. Et c'est pareil avec l'autisme, sauf que c'est différent. C'est pareil avec tout ce qu'on appelle neuroatypique, qui a un fonctionnement neurologique un peu différent, quoi. Et l'hypnose, du coup, les aide beaucoup. Ouais. Et une fois compris, ça peut vraiment devenir une force et une capacité. D'ailleurs, c'est ce qu'a démontré les dernières recherches en psychiatrie, en psychologie en général, avec Corinne Sambrin et la TCAI. C'est que ces états dits avant de pathologie psychologique, que ce soit de la démence, que ce soit de la schizophrénie, que ce soit de l'autisme. Bon, l'autisme, c'est un peu différent. Il y a quand même des trucs plus profonds, on va dire, au fonctionnement neurologique et biologique du cerveau. Mais si on reprend ne serait-ce que les maladies psychiatriques, ça a démontré qu'un cerveau sain est capable de se mettre dans ces états-là et d'en ressortir sans séquelles. Et que ça montre que c'est des capacités mal maîtrisées. C'est un fonctionnement du cerveau, une programmation différée qui n'est pas la même programmation que quelqu'un d'autre, mais ça reste une programmation qui peut être changée ou qui peut être utilisée. C'est la transe aussi qui donne accès à ces changements. On en revient toujours. Il y a pas mal de spécialistes qui vont dire que l'autisme serait, le vrai autisme serait le prochain stade de l'évolution de l'humain. Un level. Tu as parlé aussi tout à l'heure d'auto-hypnose. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles, que tu prescris aux personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu leur en parles? Alors, oui. Moi, je pars du principe, déjà, l'hypnose, c'est de la thérapie brève. Le but, c'est de redonner l'autonomie. C'est-à-dire que sur une seule thématique, la même thématique, c'est très, très, très rare que ça va dépasser 2, 3 séances. Où franchement, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit là depuis des années et qui touche plein de domaines différents. Et le but, c'est que déjà, de ma manière de travailler, je ne mets pas de deuxième séance en avance ou je ne fais pas de séance de groupe ou de choses comme ça. À la fin d'une première séance, ils ont déjà accès à des ancrages et déjà accès à de l'auto-hypnose. Et je leur recommande vivement d'utiliser ça autant pour le travail thérapeutique, mais aussi pour le plaisir. Je leur montre comment construire leurs propres ancrages. En fait, je leur montre comment associer les mouvements d'idéomoteurs corporels avec une intention définie et leur amener les mêmes phénomènes qu'ils peuvent vivre en hypnose. Excuse-moi, j'ai juste Spam qui appelle. Voilà. Et je les amène à l'utiliser. C'est-à-dire que s'ils sont chez eux, je ne sais pas, moi, ils sont venus pour une addiction, je dis quelque chose de basique, je les apprends aussi chez eux à utiliser les ancrages pour, si se tape le genou, diminuer une douleur, qui n'avait absolument rien à voir avec le travail qu'on a fait. Donc, je leur invite à trouver cette autonomie et s'ils reviennent pour une deuxième séance, voire une troisième séance, mais c'est déjà la deuxième, s'ils reviennent, là, la moitié de la séance est vraiment ancrée sur l'auto-hypnose où ils savent rentrer en transe de manière instantanée et de manière lente. Parce que je leur apprends aussi comment construire des propres processus et patterns et comment créer de manière impromptue des ruptures de patterns avec eux-mêmes qui leur permet de rentrer en hypnose instantanée, directe, parce qu'ils l'ont déjà vécu. La première induction que je fais en séance n'est jamais instantanée, sauf si la personne me le demande. Mais sinon, elle n'est jamais la toute première. Par contre, dans la première séance, ça m'arrive assez souvent de réveiller la personne et de la induire de manière instantanée pour faire un fractionnement et entrer plus profondément, tout simplement. Et dès la deuxième séance, là, je vais beaucoup plus utiliser les hypnoses instantanées parce que c'est un gain de temps et puis la personne, elle est OK.
Et du coup, aussi, pour l'apprentissage de l'auto-hypnose, c'est beaucoup plus simple pour eux après d'y avoir accès. Et c'est après 10 jours qu'on va faire ensemble un feedback pour observer si c'est utile ou non qu'on place une nouvelle séance. Tu ne redonnes pas automatiquement? Non. Même en première séance? 10-15 jours. Non, jamais. Ben, j'ai tellement de personnes qui arrivent à régler leur thématique en une seule séance et ça tient. Au début, je pensais que ça allait pas tenir, mais ça tient 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, non. Et puis, même ceux avec qui ça marche vraiment, ils vont revenir pour autre chose s'ils veulent travailler autre chose. J'en ai même plein qui reviennent pour travailler l'hypnose. Ils n'ont plus de travail thérapeutique, mais ils veulent développer l'hypnose, ils veulent apprendre à utiliser l'hypnose sur eux-mêmes pour plein de choses. J'ai fait longtemps comme toi, je redonnais pas de deuxième séance, et là il est vrai que depuis un an maintenant, peut-être un peu plus, je redonne automatiquement en première séance une deuxième séance. Je me suis rendu compte que la séance de clôturage, c'est peut-être pas comme ça, mais clôturer, de revoir les personnes, parfois ils osent pas, même si je prenais des nouvelles. Et en fait, moi, je l'ai donné automatiquement pour typiquement la gestion du poids, ou l'alcool ou autre, mais pour les demandes un peu plus ouvertes, on va dire, je laissais et je leur disais comme toi, donnez-moi des nouvelles au bout de 2-3 semaines, 1 mois, et puis on verra si c'est moi qui rappelle de toute façon. C'est ce que je faisais aussi, mais j'ai remarqué alors après que finalement, même s'il y avait des changements obtenus, c'était une façon aussi de clôturer, de se dire au revoir en quelque sorte, et que ça les laissait pas forcément dans la nature, même si on prenait des... je ne vais pas te mentir, hein, c'est très rare que les gens ne reviennent pas une deuxième fois, même s'ils ont une thématique. La majorité, si on prend des thématiques simples, vraiment des trucs simples, hein, une phobie, une addiction, une douleur chronique, les grandes majorités en une séance, c'est réglé et ça tient dans le temps. Mais ils reviennent pour approfondir et développer l'auto-hypnose. Et ça les embête pas de revenir. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ils me demandaient parfois, ils me disaient, oui, ça s'est réglé. Tu prends l'exemple parfois d'une peur. Après, il y a des phobies complexes, etc. Je peux aller en montagne de nouveau, j'ai plus le vertige, etc. Mais est-ce que vous pensez que une deuxième séance, c'est eux-mêmes parfois qui me demandaient, et du coup, tu vois, ça a fait son chemin. Je me suis dit, finalement. Moi, ils me posent la question, justement, ils me posent la question et je leur dis à cette réponse-là que moi, je pars du principe qu'une séance peut très très bien suffire pour n'importe quel type de thématique, que s'il a des questions, il m'appelle et que d'ici une 10-15 de jours, moi, je le rappelle et c'est ensemble qu'on regarde. Et j'ai remarqué que les gens, ils aiment bien ça. Alors oui, ça peut arriver de temps en temps qu'il y en ait 1 ou 2 où tu n'as plus de nouvelles, comme pour tout. Hein, oui, ça fait partie. Mais dans la grande majorité des cas, les gens, ils répondent au feedback, ils sont bien contents. Quand tout va vraiment bien, on laisse repasser 1 semaine, 2 semaines, on se refait un feedback plus tard. Et ouais. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de cadre, de l'énergie que tu vas y mettre finalement dans ce cadre-là aussi. Donc ça y joue aussi de posture finalement. Donc ça y joue aussi énormément. On va bientôt arriver à la fin. Tony, ça passe super vite. J'essaye de concentrer à chaque fois sur 1h10 maximum. J'essaye en tout cas. Ça change de nos lives de 8h sur Transintégrative. Oui, tout à fait. J'aimerais bien qu'on aborde un sujet qui nous tient à cœur tous les deux et puis on va se retrouver bientôt autour de ce sujet. L'hypnose ludique, tu en as parlé, l'hypnose de la street, l'hypnose rapide, voire instantanée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, sur tu as commencé par là en plus? Ouais. Alors pourquoi je coupe, je fais une petite coupure. Pourquoi on va se retrouver pour les personnes qui nous écoutent et on mettra ça en place officiellement bientôt. On va proposer une formation avec Tony en Suisse, sur Suisse, de 2 jours, tout ce qui est hypnose rapide, hypnose de street, donc ça sera aller sur le terrain, vous montrer que c'est possible, vous allez apprendre tous les phénomènes dont certains qu'on a parlé, l'hypnose rapide,
et ça va aussi vous servir énormément au cabinet. Bien évidemment, c'est le but aussi d'avoir une aisance, une efficacité et d'apprendre vraiment l'hypnose rapide et vous montrer que c'est possible et que ça marche sur beaucoup de personnes et qu'il y a énormément de solutions par rapport et surtout de voir à quel point c'est utile, parce que quand on sort de thématiques basiques et qu'on tombe sur des gens qui ont des gros traumas ou des gens qui ont des dépressions graves ou des gens qui ont des choses comme ça, là, l'utilisation de la vraie hypnose, comme on peut l'appeler, et les amener en régression complète, les yeux ouverts, être en hallucination positive et négative, transformer des choses vraiment à fond, c'est là où l'hypnose trouve tout son intérêt dans des grosses thématiques. Pour la plupart des petites thématiques, on n'en aurait peut-être même pas besoin, mais quand on arrive à des gens qui ont des problèmes vraiment ancrés, qui sont forts, là, l'utilisation des phénomènes en hypnose, c'est fait vraiment, sans même mentir, 50% du boulot, rien que le phénomène. Et puis l'avantage qu'ils vont avoir avec nous, c'est qu'on a l'expérience du terrain de par la street, bien évidemment, où ils vont aller aussi s'entraîner. Mais on a aussi le recul du cabinet depuis des années et on pratique en cabinet tous les jours. Donc ce qu'on va partager, ça fonctionne. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Chose qu'ils ne retrouvent pas forcément peut-être dans d'autres formations. L'hypnose rapide, tout ça, c'est toujours un peu dissocié de l'hypnose thérapeutique, ce qui est fort regrettable. Ouais, ça devrait être parti dedans. Hein. Autant l'hypnose rapide, autant l'hypnose directe, indirecte, la fascination, le verbal, le non-verbal. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est une structure complète d'une formation d'hypnose. Il faudrait minimum avoir 300 à 600 heures avec des modules bien spécifiques qui touchent tout et puis un certain nombre de pratiques. Et c'est ce qui manque dans l'Europe en général, et pas que dans l'Europe, c'est un truc cadré pour former en hypnose. Ouais, donc, parce que finalement, tout ça, c'est complémentaire et c'est vraiment très utile à être utilisé, et même indispensable à être utilisé dans un vrai travail thérapeutique. Et c'est vrai que c'est dommage de la dissocier de l'hypnose. Parfois, pas tout le monde, mais de la dissocier de l'hypnose thérapeutique. Un mot de la fin, peut-être continuer un peu sur l'hypnose ludique si tu as des choses à dire. Peut-être une question que tu aurais aimé que je te pose. Après, on pourrait parler bien évidemment de questions. Nous parlons de l'hypnose ludique. Bah oui, et je proposais aux gens de venir à cette formation, mais on fait aussi pas que ça. On fait aussi souvent des petites sorties pour le plaisir de street, que ce soit en Genève ou Lausanne ou ailleurs quand on peut. Que les gens n'hésitent pas à venir. Ça, c'est complètement gratuit. Ça, le but, c'est de se réunir entre nous, passer du bon temps et proposer de l'hypnose aux gens. Et puis sinon, peut-être que si on reprend cet accès un peu plus la compréhension de la PNL, de la street et tout, un bon moyen de commencer à comprendre ça, c'est d'étudier sur soi-même et sur nos propres compréhensions. Par exemple, lire un livre de philosophie qui nous parle pendant qu'on est en train d'apprendre la PNL. Là, ça devient très intéressant de voir comment ça va te toucher, comment ça a été construit, pourquoi est-ce que ça te touche, cette formulation de phrase-là et pas celle-là. Et là, vous allez développer en fait une manière de comprendre l'humain qui va être propre à vous et qui va vous permettre d'être vraiment à l'aise, justement, dans votre démarche. Comme je l'expliquais avant, après, tout ça va devenir intuitif parce que vous n'êtes plus dans une analyse, vous êtes dans la pratique, quoi. Vous êtes en accord avec ce que vous faites et ce que vous avez besoin et amené à faire. Vous allez développer des terminologies, des mots. Moi, par exemple, de ça, j'en ai développé ma phrase fétiche qui est l'attention dans l'intention développe l'intuition. Ou alors, de l'autre manière, alerté par mon intuition, c'est avec attention que j'observe mes intentions. Et ça exprime vraiment tous ces accès-là, si on pourrait dire. Et dans ce que tu dis aussi, tu as soulevé un livre. C'est vrai qu'on avait mis un livre de côté. Peut-être que tu en as d'autres aussi à partager. Je vais le mettre à l'écran là. Je crois qu'on avait mis Isabelle David, la nouvelle école. Pour la PNL. De la PNL, qui donne vraiment des bonnes indications sur comment c'est la PNL, qu'est-ce que c'est la PNL. Je crois que là-dedans, il y a aussi la méthode Fritz. Je crois que c'est là-dedans qu'il l'a développée elle-même, qui est les freins, ressources, intentions, thématiques et états désirés.
et l'utiliser aussi après de la manière PNListe. C'est des bons bouquins. D'autres livres peut-être que tu pourrais conseiller? Je les ai pas en tête là, mais sinon, encore une fois, les livres et tout ça, c'est bien, mais ce que je propose aux gens, c'est vraiment de pas juste apprendre par cœur la chose, mais de comprendre les processus derrière-plan. Si on lit un protocole, si on lit une technique, c'est de comprendre pourquoi il a été construit comme ça. Encore une fois, c'est ça la vraie utilité de la PNL. Pourquoi est-ce que ça a été compris comme ça? Parce que si on comprend les processus, en fait, après, on peut faire à notre sauce. On peut vraiment construire, inventer, créer. Et on n'est pas bloqué dans un truc de protocole. Ce qui fait que s'il y a des bugs, s'il y a des échecs, on sait aussi rebondir. Pour moi, c'est vraiment ça la PNL, et c'est comme le disait Hypnose, c'est la grammaire de l'hypnose. Quand il y a un bug dans l'hypnose, tu regardes sa grammaire et tu regardes où est-ce qu'il y a une faute et tu la corriges. Et pour ça, il faut vraiment comprendre ces fonctionnements-là. Et là, c'est déjà très intéressant de comprendre le fonctionnement humain en général pour ça. Ça fait un beau mot de la fin, c'est ce qu'on retiendra. On peut te retrouver sur ton site, hop, qui s'affiche là. Donc, tu es en Suisse, sur, j'allais dire Nyon, non, sur Gland. Mais ouais, c'est juste à côté. Ouais, entre Lausanne et Genève. Écoute, je te dis à bientôt. Merci pour ce petit moment qui est passé super vite. Avec la passion, ça passe toujours vite. Et puis, à bientôt pour les téléspectateurs. On se retrouve avec d'autres interviews par la suite. Hop. Merci à tout le monde. Et puis, passez une bonne journée. Merci. Merci, Marca. Ciao.